N'importe qui. Au cœur de la plus immense des chaînes de montagnes de Terra, le tentaculaire biolaboratoire vit enfin aboutir sa première création d'humains génétiquement augmentés. Avant les puissants Legiones Astartes, avant leurs primarques, avant même les guerriers précurseurs de la Légion Tonnerre, naquit l'éternelle élite de l'Imperium, brillant fruit du génie de l'empereur, la Legio Custodes. Les origines des custodiens sont entourées de mythes et de légendes. Nul ne sait quand, précisément, l'empereur les conçut. Les premiers échos évoquant leur existence sont des fragments de parchemin, d'anciens grimoires et autres pièces archaïques aujourd'hui scellées dans un énième coffre-fort du palais impérial. L'on y voit la représentation déformée, où l'on y lit la description approximative de demi-dieux immenses marchant aux côtés de l'empereur, des gardes du corps dévoués et des conseillers respectés auxquels il se confiait. La garde custodienne joua sans aucun doute un rôle crucial dans les guerres d'unification, guerres déclarées par l'empereur à la fin du 29e millénaire aux seigneurs barbares et autres monstres dominant la vieille terre au lendemain de la longue nuit. Sur les piliers du domaine noir de Naso, capitale de l'une des premières forteresses techno-barbares à se soumettre à lui, des inscriptions évoquent le Seigneur de la Foudre, accompagné de ses 4 géants de pourpre et d'or. Des décennies plus tard, selon des documents détaillés conservés dans les archives akashiques transnordiques, une compagnie composée de 30 gardiens, armés d'impressionnantes lances, vêtus d'une armure améliorée et personnellement commandés par l'empereur, menèrent les nouveau-nés guerriers tonnerres à l'assaut de la redoutable confédération Molandsen. L'un d'entre eux aurait même porté le coup fatal au tyran prophète, mettant un terme à la bataille de la Gelée Rouge. Encore plusieurs dizaines d'années s'écoulèrent avant que d'autres sources n'évoquent des centaines de gardiens, sous une forme proche de leur aspect actuel. Ils sont décrits à l'occasion d'un acte fondateur. C'est également la date d'un massacre, celui des guerriers tonnerres. Face à leur instabilité mentale, leur effondrement métabolique et leur rébellion imminente, l'empereur ordonna leur exécution pure et simple. La garde custodienne fut, à ce moment-là, accompagnée de la nouvelle génération de guerriers génétiquement modifiés, les premiers milliers de prototypes de Space Marines, dont la plupart allaient former, plus tard, la première légion. Terra unifiée, les légions impériales partirent en croisade à travers les étoiles. Du système Sol aux confins de l'univers, la Legio Custodes demeura au plus près de son maître pendant les 2 siècles de la Grande Croisade. Ce ne fut qu'à la moitié du chemin, au bout de 100 ans de guerre galactique, que la garde d'élite de l'empereur atteint l'effectif qu'elle ne dépassera plus jamais, 10 000 guerriers. 10 000 devint alors l'un des noms attribués à la Légion dorée dans les récits des commémorateurs et des notaires de la cour impériale. Certes, jamais plus d'1 millier d'entre eux ne furent réunis au même endroit. Ils étaient 1000 lors de la célèbre bataille de Gyros Travian, menée pendant la Grande Croisade contre le seigneur de guerre orc Garcule Cronoir et sa vaste horde de peau verte. Les primarques Horus Lupercal, Rogaldorn, Mortarion et leurs légions étaient largement en infériorité numérique et proches de la défaite lorsque l'empereur mena un assaut depuis sa barge de bataille dorée. À la tête de ses gardiens, l'empereur frappa au cœur même de la horde orque, affrontant Garcule au sommet d'un imposant gargante. Tandis que l'empereur décapitait l'orque géant à la peau noire, les gardiens écrasaient ses principaux guerriers. On dit qu'en quelques instants, plus de 100 000 peaux vertes sont morts et la Wag fut brisée. La légende raconte que seuls 3 custodiens sont tombés lors de la bataille. Au crépuscule de la Grande Croisade, après la défaite des orques sur Ulanor, l'empereur retourna sur Terra
emmenant sa garde d'élite avec lui, peu de temps avant que n'éclate la guerre civile. Au point culminant de l'hérésie d'Horus, la garde custodienne combattit d'innombrables monstruosités. Devant les portes du palais impérial de Terra, les légions de traîtres étaient menées et transformées par les funestes dieux du chaos. 1 millier de victoires furent remportées par la garde custodienne jusqu'à la tragique conclusion du conflit galactique fratricide. Le maître de l'humanité se téléporta à bord du vaisseau amiral d'Horus, le Vengeful Spirit, au plus fort du siège de Terra. Là, une force de frappe de la Legio Custodes combattit les traîtres les plus féroces pour protéger leur maître. Bien qu'Horus ait finalement été vaincu par l'empereur en combat singulier, le prix à payer fut inimaginable. Le maître de guerre renversa l'angélique primarque Sanguinus et porta un coup mortel à l'empereur. La psyché de l'empereur était toujours active, malgré l'assassinat de son enveloppe, mais ses gardiens, ses compagnons, étaient, tout comme son illustre corps, brisés. Les gardes custodiens sont surhumains à presque tous les égards. Plus forts, plus rapides, plus aiguisés dans leur sens et plus résistants que les guerriers tonnerres et que leurs héritiers, les Space Marines, au point que pour un humain non augmenté, ils ressemblent plus à des dieux que des humains. Seuls les primarques et, au-dessus d'eux, l'empereur, lui-même, les dépassent en puissance, et les affronter dans un conflit ouvert est, sauf exception, synonyme de mort. Les premiers-nés du génie génétique de l'empereur sont rares. Leur conception psychophysique, ainsi que la complexité des ressources nécessaires aux modifications génétiques pour conduire à leur création, nécessitent des critères biologiques et psychologiques si stricts que les candidats sont peu nombreux. Et parmi ce petit groupe de candidats, la survie à travers les multiples décennies d'augmentation alchimique et d'entraînement psychomimétique est loin d'être garantie. C'est pour cette raison que les effectifs de la Legio Custodes restèrent toujours bien inférieurs à ceux de n'importe quel des Legiones Astartes. Les custodiens ne sont pas seulement dotés d'une puissance physique surhumaine. Ils possèdent aussi un intellect surdéveloppé. Leur force mentale et leurs compétences martiales surpassent celles de n'importe quel combattant impérial. Ce légionnaire doré n'est donc pas simplement un combattant ou un maître assassin d'une puissance surnaturelle, mais aussi un être dont le génie stratégique et tactique dépasse littéralement les limites naturelles de l'humanité ou les pouvoirs d'une machine. Par des moyens inconnus qui ne dépassèrent jamais les murs épais des laboratoires interdits de l'empereur, l'esprit de ses gardiens est programmé et fortifié, empli d'une connaissance encyclopédique de tous les arts de la mort, de la tromperie et de la destruction dont ils pourraient avoir l'usage dans l'exercice de leurs fonctions. Au-delà de cela, leur éducation est exceptionnelle, parfaite tout au long de leur existence. Ils se doivent d'être, au-delà du guerrier, du tacticien, de l'exécuteur, des êtres dotés d'une richesse culturelle, politique et philosophique, car ils ne sont pas uniquement les gardiens de l'empereur, ils sont ses compagnons. Plus important encore, leur psychisme est également façonné comme un maître bijoutier pourrait tailler et polir une pierre parfaite. Façonné selon un ordre et un motif précis, un modèle selon lequel la loyauté et la discipline, le devoir et l'obéissance sans faille à l'empereur sont le fondement même de leur existence artificielle. Si, à n'importe quelle étape du processus de création du custodien, le moindre défaut est détecté, le sujet défectueux est écarté. En tant qu'organisation, la Legio Custodes était à bien des égards à la fois semblable et différente des légions de Space Marines. Alors que chaque Legiones Astartes était, au moins à sa conception, une organisation militaire hautement stratifiée et autonome conçue pour être les troupes de choc de la Grande Croisade, la Legio Custodes, bien qu'également autosuffisante et autonome, ne fut jamais armée pour mener une guerre totale. Les custodiens possèdent peu de vaisseaux, mais peuvent, par décret, prendre le commandement de n'importe quel navire de l'armada impériale et, en fait, réquisitionner n'importe qui ou quoi au sein de l'Imperium pour accomplir leur tâche la plus sacrée, la protection de l'empereur et de ses œuvres contre tous les ennemis de l'humanité.
Qu'il s'agisse de faire partie du détachement prenant en chasse un ennemi redoutable ou être chargé de garder les plus proches sujets de l'empereur, les gardes custodiens répondent présents et atteignent irrémédiablement leur objectif. À maintes reprises, l'histoire a vu la garde custodienne l'emporter dans des situations désespérées, accomplir des quêtes impossibles, du moins selon les standards humains. Encore et encore, que cela soit sur des mondes xénos inexplorés, ou dans les sous-ruches enchevêtrées des domaines perdus de l'humanité à l'ère des conflits, les custodiens se sont révélés être des guerriers aux capacités allant au-delà de l'imagination des communs. La Legio Custodes est devenue une légende qui terrifie autant qu'elle émerveille. Pour le simple soldat comme pour le gouverneur planétaire, l'image, en armure dorée, de la garde custodienne est un signe visible non seulement de la protection directe de l'empereur, de l'incarnation de sa volonté et de son libre arbitre, mais aussi le présage de sa colère apocalyptique. Avant et pendant les Résidorus, la Legio Custodes est dirigée par Constantin Valdor, capitaine général de la Legio Custodes, bouclier de l'empereur, le premier des 10 000. Il siège à la droite de l'empereur, dont il est sans doute le plus fidèle compagnon et gardien, lui qui veille avec un dévouement inaltérable et une valeur martiale quasi inégalée. Cette dernière est telle que, conjuguée aux aptitudes physiques et mentales de Valdor, d'aucuns à la cour impériale le qualifient même à mots couverts de primarque. C'est une assertion fallacieuse, car si puissant qu'il soit, Valdor a été créé et formé pour jouer un rôle moins ambitieux, celui de seigneur commandant de la garde custodienne. Pour Valdor, la gloire et la conquête, la domination et la victoire ne sont que des mesquins enfantillages comparés au devoir qu'il a juré d'accomplir. Constantin Valdor n'exerce que rarement son influence, uniquement quand cela concerne sa fonction, et jamais au service d'une quelconque ambition, ni pour se mettre en valeur. Néanmoins, si l'on doute de son dévouement, ou si quiconque fait mine de faire courir un danger à l'empereur ou à ses représentants, Valdor se mue en demi-dieu implacable et irrésistible, véritable incarnation de la vengeance. L'on trouve, sous l'autorité absolue du capitaine général, le tribunat custodien, fort de peut-être 10 membres, qui forment le conseil de guerre définissant la politique de la Legio Custodes. Ce corps a le privilège incomparable de conseiller l'empereur lui-même à sa demande et en matière de sécurité des sanctuaires intérieurs du palais impérial et de la personne de l'empereur, il n'existe aucune autorité qui lui soit supérieure. Le tribunat custodien réunit les esprits les plus affûtés des 10 000 après le capitaine général. Une fois qu'un custodien rejoint le tribunat, il doit servir au moins 10 ans, sachant qu'il y a une rotation des membres pour que la sagesse bien établie n'exclue pas des idées neuves. Pour accéder au tribunat, un custodien doit avoir gagné au moins 10 noms et remporté 3 grandes victoires. Au cours de son mandat, aucun membre du tribunat ne se rend sur le champ de bataille, à moins que les circonstances les plus extrêmes en décident autrement, car leur tâche exclusive est d'assister le capitaine général en matière de stratégie et de diplomatie. Ensuite, la hiérarchie de la Legio Custodes se décline en grades et en titres qui sont loin d'être transparents pour des observateurs extérieurs et qu'on peut regrouper sous l'intitulé général de capitaine rempart. Promu avec l'assentiment direct de l'empereur, voire suite à son intercession personnelle, chacun de ces guerriers a fait la preuve d'aptitudes surhumaines, mais également d'un savoir, d'une finesse d'analyse et d'une clairvoyance peu commun. Pourvus des meilleures armes de l'Imperium, ces combattants légendaires dirigent la Legio Custodes avec pour but de neutraliser toutes les menaces contre l'empereur. Qu'il encadre une douzaine seulement de ses frères détachés auprès d'une légion de Space Marines en campagne, ou une formation de 1000 custodiens pour ouvrir la route de l'empereur sur quelque obscur monde frontalier, chacun de ces guerriers indomptables est investi de la puissance auguste de la Legio. Les gardes d'Aéron sont l'élite de l'élite. Véritable cercle intérieur au sein de la Legio Custodes, ils sont les plus proches protecteurs, confidents et assistants de l'empereur,
qui ne les envoie en mission que dans les circonstances les plus pressantes. Sélectionnés individuellement pour leur état de service auprès du maître de l'humanité, ce sont des combattants parmi les plus prestigieux de tout l'Imperium. Durant les premières années de la Grande Croisade, quand l'empereur dirigeait en personne la reconquête des mondes perdus, les États Aeron apparaissaient régulièrement sur les planètes dignes de son attention. Quand il porta son action ailleurs, sa garde rapprochée le suivit et son absence la fit relever du mythe au fil du temps. Dans les rangs de la Legio Custodes, les sodalités de Terminator Aquilon n'étaient mobilisées qu'en cas de besoin impérieux, en particulier lors des rares occasions où l'on exigeait de la Legio Custodes qu'elle intervienne dans des conditions dites de zone mortalis ou pour donner l'assaut contre une brèche. Lors de telles opérations, la Legio, soucieuse de minimiser ses pertes, recourait à la protection supérieure de l'armure Terminator Aquilon pour mitiger les risques, tout en mettant à profit ses qualités de plateforme mobile dotée d'une grande puissance de feu. Développement de l'armure Terminator modèle Cataphracti des Legiones Astartes, le modèle Aquilon tient compte du physique des membres de la Legio Custodes, capables d'endurer une charge et des contraintes encore plus élevées que ce que peuvent tolérer les Space Marines, et il intègre donc des systèmes d'alimentation et des capaciteurs supplémentaires pour compenser certaines limitations du modèle d'origine. Le modèle Aquilon conserve ainsi la fameuse résistance de l'armure Terminator Cataphracti, mais avec une mobilité dont cette dernière est dépourvue. Il faut déchaîner une force considérable pour venir à bout d'un custodien, car grâce à la résistance surnaturelle dont l'empereur a gratifié ses gardes, il n'y a guère de blessures dont ils ne peuvent se remettre avec le temps. Cependant, dans les quelques cas où le corps a été pratiquement détruit, mais que l'esprit du custodien demeure aussi intact que sa volonté de survivre, on en vient à l'inhumer dans le châssis froid et inaltérable d'un Dreadnought, car chez la Legio Custodes, seule la mort met fin au devoir. Les quelques Dreadnoughts de la Legio Custodes sont tout aussi avancés que le reste de son arsenal, avec des variantes uniques des modèles en service chez les Legiones Astartes, adaptés à la physiologie particulière des custodiens et dotés d'armes et de systèmes réalisés par les propres artificiers de la cour impériale. Quand survint l'hérésie d'Horus, le Contemptor Aquilus était le plus courant en tant qu'unité de combat multitâche qui conjuguait sa force et sa vitesse phénoménale à ce qui demeurait de la valeur martiale de son occupant custodien. Sous-variante du Contemptor Aquilus, le Contemptor Galatus est conçu pour servir sur le terrain d'ancrage mobile au dispositif de bataille de la Legio Custodes. En cela, le Galatus est analogue par le rôle et l'armement aux formations de garde sentinelle de la Legio Custodes et manie la puissante combinaison qu'est sa lame énergétique gigantesque associée à une version démesurée du bouclier Praesidium. La lame permet au Contemptor Galatus de faucher sans délai l'infanterie d'assaut massée contre lui, voire de fendre des véhicules blindés aussi facilement que des monstres Xenos. C'est pourtant la capacité défensive hors norme du bouclier Praesidium qui caractérise véritablement le Contemptor Galatus, car elle rend quasi invulnérable le robuste châssis du Contemptor, même face à la puissance de feu la plus concentrée. On dit que la Legio Custodes ne compte qu'une poignée de Dreadnought Telemon destinés à veiller sur ses protégés quelle que soit l'adversité. Cette rareté tient en partie au coût en ressources et en main-d'œuvre pour créer un engin de guerre aussi remarquable, d'autant que chacun arbore au moins une plaque réalisée de la main de l'empereur en personne et aussi à l'effectif minime des candidats aptes à en prendre les commandes. L'honneur d'être inhumé dans un des quelques sarcophages de Télémon ne revient qu'aux plus vaillants guerriers des sodalités de la Legio Custodes, et en attendant qu'un candidat digne tombe au combat, les Dreadnoughts demeurent vides et inertes. Malgré tout cela, les performances d'un Dreadnought de classe Télémon justifient largement les contraintes de sa construction, car presque rien ne peut résister à l'armement ésotérique de facture exceptionnelle qui équipe son châssis, ni à la volonté farouche du guerrier prestigieux qu'est le maître custodien cloîtré à son bord. Les gardes custodiens forment l'ossature de la Legio Custodes, et leur panoplie symbolise leur autorité propre ainsi que celle de la Legio Custodes tout entière. Encore plus forts, plus vifs et plus résistants que les guerriers surhumains des Legiones Astartes, les gardes custodiens sont des guerriers investis par l'empereur d'une puissance terrifiante.
Leur armure d'artificier faite d'un alliage unique et la polyvalence tactique de la mortelle lance de gardien amplifient leurs attributs pour faire d'eux les meilleurs combattants des forces de l'Imperium et vraisemblablement de toute la galaxie. Que ce soit pour accomplir leur fonction de veille ou pour faire face à des situations qui nécessitent la supervision de la Legio Custodes pour atteindre un objectif ou récupérer un artefact, les gardes custodiens sont les premiers mobilisés et au long de leur histoire, les Kikanatoi qui composent la Legio Custodes ont majoritairement combattu à la façon des gardes. Il y a aussi les gardes sentinelles, qui tiennent lieu de formation défensive de la Legio Custodes et qui servent de rempart mobile pour protéger les émissaires en terrain périlleux et tenir la ligne de bataille contre les assauts les plus violents. Dans ce but, les sentinelles sont dotés de boucliers Praesidium à champ énergétique, précurseur de la technologie appliquée plus tard au prototype de bouclier Storm des Legiones Astartes, conçu pour endurer les tirs les plus puissants. Quand elles sont déployées hors des murs du palais impérial, leur tâche est de protéger les composantes cruciales des détachements alliés, ainsi que les ressources prises à l'ennemi. Cela dit, des témoins rapportent que lors d'assauts à grande échelle, leurs formations ont servi à briser les lignes adverses. Tout en conservant la souplesse propre à la Legio Custodes, les gardes sentinelles appliquent de par leur nature une synchronisation accrue entre guerriers, au service des différentes sortes de phalanges que chaque escouade peut être amenée à adopter au gré des circonstances. Chez la Legio Custodes, c'est un grand honneur que d'intégrer le corps des custodiens Venatari. Peu nombreux, ce sont ceux qui ont prouvé leur vaillance au cours des parties de chasse, ces compétitions qu'organise la Legio Custodes à titre d'exercice et pour éprouver les points faibles des défenses personnelles de l'empereur. Ce sont également ceux qui ont démontré leur adresse à gravir et négocier les murs et les flèches du palais. Tandis que les compagnies remparts patrouillent dans les couloirs interminables et les salles immenses du palais impérial, les Venatari font des toits et des tours leur domaine, supervisant et évaluant la menace potentielle que représente quiconque entre et sort. Leur instinct de prédateur a valu aux Venatari le surnom d'aigle de chasse de l'empereur, vigilants comme les oiseaux de proie de la vieille terre, immobiles sur les sommets avant de fondre sur leur proie. Bien que relativement peu représentés dans les effectifs de la Legio Custodes, les guerriers des sodalités de garde Sagittari n'en remplissent pas moins les fonctions essentielles dans l'ordre de bataille de la Legio. Leur art de la guerre, par opposition à celui de la majorité des gardes custodiens, consiste avant tout à abattre l'ennemi de loin grâce à la mise en œuvre d'une puissance de feu maximale sur le champ de bataille. Par ailleurs, les Sagittari sont entrés dans la légende en tant que sentinelles au regard d'aigle sur les remparts de Terra, toujours vigilants à la périphérie du palais impérial afin de parer à toute attaque. Cette attention exercée au sommet des murs du palais impérial aura ensuite garanti que leur présence parmi les détachements de la garde de l'empereur permettait d'exciser avec précision les principales menaces tapées au sein de l'assaut ennemi, en les anéantissant dans le feu aveuglant d'armes qu'on n'avait plus vues en si grand nombre depuis le Moyen-Âge technologique, d'effroyable mémoire. Entre autres glisseurs antigraves et motojets en service chez la Legio Custodes, les escadrons Agamatus utilisent comme destrier le modèle Gyrfalcon doté d'une puissante motorisation à plasma. En plus de supporter la masse d'un garde custodien, il a pour arme de bord le redoutable canon à bolt Lastrom. Les escadrons Agamatus de la Legio Custodes tirent parti de cette machine de guerre pour intervenir comme unité de réaction rapide et de suppression. Cela d'une manière analogue aux forces de cavalerie d'élite des temps anciens, en garantissant le corps d'armée principal de la Legio Custodes contre les manœuvres d'encerclement, en réagissant promptement pour saper les velléités d'assaut ennemies et en pourchassant sans pitié les adversaires mis en déroute par la Legio Custodes afin de procéder à leur extermination en bonne et due forme. Le graviporteur Coronus est probablement un des plus connus des véhicules en service exclusivement chez la Legio Custodes. Il était déjà largement utilisé par la Legio dans les dernières décennies de la Grande Croisade, en remplacement du petit nombre d'appareils antigraves modèle Jocasta, une relique qui avait connu les guerres d'unification sur l'antique Terra.
L'utilisation d'engins antigraves par la Legio Custodes accordait à ces forces un degré de souplesse et de célérité inaccessible aux pesantes unités blindées des autres forces de l'Imperium, ce qui leur permettait de se déployer, de se redéployer et de se retirer sans courir le risque d'être cloués sur place par les troupes ennemies ou en terrain accidenté. Le modèle Coronus a également fourni la base technologique et l'inspiration pour les types Pallas et Caladius, développés respectivement pour couvrir les besoins en engins d'attaque rapide et en blindés de combat. Appareil de recherche et destruction à haute maniabilité, le modèle Pallas, qui équipe les escadrons d'attaque antigrave de la Legio Custodes, autorise une capacité de frappe inaccessible aux fantassins. Basé sur la technologie avancée de répulsion antigravité dont le Coronus fut le pionnier, le Pallas a un rôle tactique qui se rapproche de celui du Landspeeder des Legiones Astartes en exploitant son agilité pour exécuter des attaques de harcèlement meurtrières ou pour chasser des ennemis en déroute. De plus, ces aptitudes permettent aux escadrons Pallas de servir d'unité de reconnaissance ou de tirailleurs rapides suffisamment nombreux et résistants pour fixer ou freiner l'adversaire le temps de déployer le gros du détachement de la Legio Custodes. Bien que de taille relativement modeste, le Pallas est étonnamment solide et la configuration de son armement est très polyvalente grâce à la capacité du canon ardent Arachnus à traiter aussi bien l'infanterie que les véhicules blindés, dont certaines sont dotées d'armes adratiques aux faisceaux désintégrateurs extrêmement puissants. Le char antigrave Caladius est une plateforme rapide et solide qui met à profit la puissance de feu accordée par les pièces lourdes propres à l'arsenal de la Legio Custodes. Fusion de systèmes et d'armes avancées, le Caladius est peut-être l'unité de combat blindée la plus performante dans sa catégorie de taille de toutes les forces de l'Imperium, grâce à des technologies et à des matériaux dérivés du Moyen-Âge technologique, mais aussi à l'expérience gagnée en 2 siècles de grandes croisades. L'armement principal du Caladius est un canon accélérateur bitube sophistiqué, précurseur du bitube produit en grande série pour le char Sicaran des Legiones Astartes, lequel joue un rôle de chasseur de chars rapide analogue à celui du Caladius. Une variante moins courante, dite Caladius Annihilator, comporte un canon ardent Arachnus à capaciteur amélioré, suffisamment puissant pour menacer même les blindés super lourds. Sur le champ de bataille, la Legio Custodes peut aussi compter sur de lourds soutiens aériens. Créée en tant que navette d'assaut super lourde pour la Legio Custodes, l'Enialas modèle Orion peut transporter toute une force d'intervention de serre de l'Empereur au combat. Protégé par un blindage frontal supérieur à celui de l'escorteur Thunderhawk des Legiones Astartes, ces canons ardents Arachnus lourds et ces bolters lourds peuvent promptement nettoyer une zone d'atterrissage de toute trace d'infanterie et de blindés hostiles de façon à débarquer ses passagers avant de reprendre son essor et de semer la mort chez tout ennemi qui oserait approcher. Au temps des guerres de l'unité, les custodiens formaient leur rang encore peu fourni pour livrer bataille aux côtés de l'Empereur. Et s'ils n'étaient pas nombreux, ils étaient dotés du meilleur armement et des meilleurs véhicules. Parmi ceux-ci, l'escorteur Ares, qui se bâtit une réputation de redoutable engin en écrasant les ennemis de l'Empereur sur l'antique Terra et des centaines de mondes depuis lors. L'Ares servait souvent d'arme de terreur, survolant les armées adverses dans l'ombre de son bouclier Éclipse. Avant tout, sa vocation était de porter un coup décisif avec son canon Magna Ardent Arachnus, immensément destructeur contre les monuments et édifices les plus chers au cœur de l'ennemi. Il s'était déjà couvert de tant d'infamie au moment où les forces de l'unification furent tenues en échec 1 mois durant sur la péninsule antipodéenne, que la seule vue d'un unique escorteur Ares se présentant à la verticale de la résidence du chancelier local poussa le régime à se rendre sans condition à l'empereur.